Tes problèmes de couple ne viennent pas de ton ex. Ils ne viennent pas non plus de ton caractère, de ton manque de confiance ou de ta peur de l'engagement. Ils viennent d'un endroit beaucoup plus ancien que ça. Ils viennent de tes 18 premiers mois de vie, d'une période dont tu ne te souviens même pas. Ce qui s'est passé entre toi et la personne qui s'est occupée de toi quand tu étais bébé, la façon dont elle a répondu à tes pleurs, la régularité de sa présence, la chaleur ou la froideur de ses gestes, a gravé dans ton système nerveux un mode de fonctionnement que tu reproduis, sans le savoir, dans chacune de tes relations amoureuses depuis. Les psychologues appellent ça le style d'attachement. Il y en a 4, et l'un d'eux t'explique pourquoi tu fais exactement ce que tu fais en amour, y compris les choses que tu détestes faire. Tout commence dans un hôpital de Londres, après la Seconde Guerre mondiale. Un psychiatre britannique du nom de John Bowlby observe quelque chose qui dérange tout le monde. Des enfants séparés de leur mère pendant de longues périodes, hospitalisation, placement, évacuation de guerre, développent des troubles graves, pas parce qu'on les maltraitait, simplement parce qu'ils étaient seuls. Bowlby pose alors une idée radicale pour l'époque. Le lien entre un enfant et sa figure d'attachement n'est pas un luxe émotionnel. C'est un besoin biologique, aussi vital que manger ou dormir. Personne ne le prend au sérieux. En 1950, la psychologie dominante considérait que trop de tendresse risquait de rendre un enfant faible. On recommandait aux mères de limiter les contacts physiques. Bowlby dit l'inverse, et il se fait démolir. Il faudra attendre une jeune chercheuse canado-américaine pour prouver qu'il avait raison. Mary Ainsworth, en 1969, conçoit une expérience qui va devenir l'une des plus célèbres de toute la psychologie. Elle l'appelle la situation étrange. Le principe est simple. Un bébé entre dans une pièce avec sa mère. Il explore. Un étranger entre. La mère sort. Le bébé est seul avec l'étranger. Puis la mère revient. Tout est filmé. Et ce que les chercheurs observent, ce n'est pas le moment où la mère part. C'est le moment où elle revient. Parce que c'est là que tout se révèle. 60 à 70% des enfants étudiés réagissent de la même façon. Quand la mère revient, ils vont vers elle. Ils se calment rapidement. Et ils retournent jouer. Ça a l'air banal. Mais cette séquence, détresse, retrouvailles, apaisement, exploration, est le signe d'un attachement sécure. L'enfant a appris que quand il a besoin d'aide, quelqu'un vient. Toujours. Pas parfaitement. Pas instantanément. Mais de manière suffisamment fiable pour que son système nerveux enregistre un message fondamental. Le monde est un endroit où l'on peut compter sur les autres. À l'âge adulte, ça donne quoi ? Une personne capable de s'engager sans étouffer l'autre, qui peut dire « tu me manques » sans en avoir honte, qui ne panique pas quand son partenaire a besoin d'espace, qui n'interprète pas un message non lu comme une preuve d'abandon. L'attachement sécure ne veut pas dire absence de conflit. Il veut dire que le conflit ne menace pas l'existence même de la relation. La personne sécure peut se disputer avec toi le soir et s'endormir à côté de toi sans se demander si tu seras encore là le matin. Si tu te reconnais là-dedans, tu fais partie de la majorité. Environ 50 à 60% des adultes ont un attachement sécure. Mais ça veut dire que les 40 autres % fonctionnent autrement. Et c'est là que ça commence à piquer. Le deuxième type, c'est l'attachement anxieux. Environ 15 à 20% des adultes. Dans la situation étrange d'Ainsworth, ces enfants-là réagissent très différemment. Quand la mère revient dans la pièce, ils courent vers elle, mais ils ne se calment pas. Ils pleurent, s'accrochent, et en même temps ils la repoussent. Ils sont en colère qu'elle soit partie et terrifiés qu'elle reparte. Ils veulent être rassurés, mais aucune rassurance ne suffit. Ce que l'enfant a appris, c'est que la personne qui s'occupe de lui est imprévisible. Parfois présente, parfois absente, parfois chaleureuse, parfois froide. L'amour existe, mais il n'est pas fiable. Alors l'enfant développe une stratégie, l'hypervigilance. Il apprend à surveiller les signaux en permanence. Chaque micro-expression, chaque changement de ton, chaque hésitation est analysée, décodée, interprétée. 30 ans plus tard, ce même enfant est assis sur un canapé à vérifier si son partenaire a vu son message. Il l'a vu, il n'a pas répondu. Ça fait 11 minutes. Et dans la tête de l'anxieux, un film complet s'est déjà déroulé. Il ne m'aime plus, il pense à quelqu'un d'autre. C'est fini, je le savais. L'attachement anxieux ne se manifeste pas toujours par de la jalousie ou du contrôle. Parfois, c'est beaucoup plus subtil. C'est donner énormément dans une relation pour s'assurer que l'autre ne parte pas. C'est accepter des choses qui ne te conviennent pas parce que le conflit
pourrait mener à l'abandon. C'est confondre l'intensité émotionnelle avec la profondeur amoureuse. Parce que dans ton système nerveux, l'amour a toujours été mélangé à la peur. Et le plus douloureux, les anxieux sont souvent conscients de ce qu'ils font. Ils savent que leur réaction est disproportionnée. Ils savent que 11 minutes sans réponse ne veut rien dire. Mais le savoir ne change rien. Parce que le signal ne vient pas de leur raison. Il vient de leur système nerveux. Et le système nerveux ne négocie pas avec la logique. Troisième type, l'attachement évitant. Environ 20 à 25% des adultes. Dans l'expérience d'Ainsworth, ces bébés font quelque chose de surprenant. Quand la mère quitte la pièce, ils ne réagissent presque pas. Ils continuent de jouer, et quand elle revient, ils l'ignorent. Ils ne courent pas vers elle. Ils ne pleurent pas. Ils n'ont l'air de rien ressentir du tout. Pendant des années, les chercheurs ont cru que ces enfants allaient bien, qu'ils étaient indépendants, autonomes, résistants, jusqu'à ce qu'on mesure leur cortisol. Et là, surprise, ces bébés calmes avaient des niveaux de stress aussi élevés que les anxieux, parfois plus élevés, leur corps paniquait. Mais rien ne se voyait à l'extérieur. Ce que l'enfant a appris, c'est que montrer ses besoins ne fonctionne pas. Peut-être que le parent était émotionnellement distant, peut-être qu'il rejetait les demandes de proximité, peut-être qu'il valorisait l'autonomie au point de punir la dépendance. L'enfant a compris le message. Si tu veux être accepté, ne montre pas que tu as besoin de quelqu'un. À l'âge adulte, ça donne une personne brillante en début de relation. Charmante, confiante, attirante, mais dès que l'intimité se rapproche, dès que le partenaire commence à s'investir vraiment, à poser des questions profondes, à vouloir plus de présence, l'évitant recule, il s'éloigne. Pas par cruauté, par réflexe, l'évitant ne fuit pas l'amour. Il fuit l'exposition. Parce que dans son système nerveux, laisser quelqu'un s'approcher trop près, c'est lui donner le pouvoir de faire mal. Et ce pouvoir-là, son corps a décidé très tôt de ne plus jamais le donner à personne. C'est pour ça que les évitants sortent souvent avec des gens qui ne leur conviennent pas. Consciemment ou pas, ils choisissent des relations où l'intimité réelle n'est pas possible. Un partenaire déjà pris, une relation à distance. Quelqu'un qu'ils trouvent attirant physiquement mais avec qui la connexion émotionnelle reste superficielle. Ce n'est pas un accident, c'est une stratégie. Et puis il y a le quatrième type, celui dont on parle le moins, l'attachement désorganisé, parfois appelé craintif, environ 5 à 10% des adultes. Dans la situation étrange, ces enfants font quelque chose que les chercheurs n'arrivaient pas à classifier. Ils s'approchent de la mère puis se figent. Ils avancent vers elle en regardant ailleurs. Ils tombent au sol sans raison apparente. Ils combinent des comportements contradictoires, approche et fuite en même temps. Ainsworth elle-même ne savait pas quoi en faire. C'est Mary Mann, en 1986, qui a identifié ce style comme une catégorie à part. Et quand elle a creusé les causes, ce qu'elle a trouvé était sombre. Dans la grande majorité des cas, l'attachement désorganisé apparaît quand la figure d'attachement est à la fois la source de sécurité et la source de peur. Un parent violent, un parent profondément instable, un parent lui-même traumatisé au point de devenir imprévisiblement effrayant. L'enfant se retrouve face à un paradoxe biologique impossible. La personne vers laquelle son instinct le pousse pour se protéger est la même qui le met en danger. Approcher, c'est risquer la douleur. Fuir, c'est perdre la seule source de survie. Alors le cerveau fait la seule chose qu'il peut faire. Il bug. À l'âge adulte, la personne désorganisée oscille entre un désir intense de connexion et une peur panique de celle-ci. Elle peut vouloir l'amour plus que tout, et le saboter au moment exact où il devient accessible. Pas par choix, parce que son système nerveux n'a jamais appris que la proximité pouvait exister sans danger. Et maintenant, voilà la partie que personne ne veut entendre, mais qui explique probablement ta dernière rupture. Les anxieux et les évitants s'attirent, systématiquement. Pas par hasard, par mécanique. L'anxieux est attiré par l'évitant parce que la distance émotionnelle de l'évitant active exactement le système d'alarme que l'anxieux connaît depuis l'enfance. L'imprévisibilité, l'absence, le chaud-froid, c'est familier. Et le cerveau confond le familier avec le sûr, même quand c'est l'inverse. L'évitant, de son côté, est attiré par l'anxieux parce que l'intensité de l'anxieux lui donne un sentiment de valeur sans qu'il ait à baisser ses murs. Quelqu'un le veut, fort. Et ça fait du bien, tant que cette personne ne s'approche pas trop. Le résultat, c'est un cycle. L'anxieux avance, l'évitant recule. L'anxieux insiste, l'évitant se ferme. L'anxieux panique, l'évitant étouffe, puis l'évitant part.
L'anxieux s'effondre. L'évitant, soulagé un moment, finit par ressentir le vide. Il revient. Et tout recommence. Si tu as déjà vécu cette danse, si tu as déjà eu la sensation de poursuivre quelqu'un qui fuit ou de fuir quelqu'un qui te poursuit, ce n'est pas un défaut de caractère. C'est deux systèmes nerveux programmés dans l'enfance qui rejouent en boucle un scénario qu'aucun des deux n'a choisi. Mais, et c'est là que ça change tout, ton style d'attachement n'est pas une condamnation à vie. En 1987, les psychologues Cindy Hazan et Philip Shaver ont publié une étude qui a marqué un tournant. Ils ont pris la théorie de l'attachement, conçue pour les bébés, et l'ont appliquée aux relations amoureuses des adultes. Leur outil, un questionnaire publié dans un journal du Colorado, a montré que les mêmes patterns apparaissent, mais avec une nuance cruciale. Contrairement à un bébé, un adulte peut comprendre son propre schéma, et un schéma qu'on comprend est un schéma qu'on peut modifier. Les neurosciences le confirment. Le cerveau adulte conserve une plasticité suffisante pour restructurer ses schémas d'attachement. Pas du jour au lendemain, pas sans effort, mais c'est documenté. Des personnes avec un attachement anxieux qui, après des années de travail conscient ou de relation avec un partenaire sécure, développent ce qu'on appelle un attachement sécure acquis. Leur système nerveux apprend, lentement, expérience après expérience, qu'il est possible de compter sur quelqu'un sans que ça se termine par de la douleur. Le premier pas, à chaque fois, c'est de voir le schéma, pas de le juger, pas de le combattre, juste de le voir, de reconnaître ce moment où ton système nerveux tire une alarme, et de comprendre que cette alarme ne parle pas de la personne en face de toi. Elle parle d'une pièce où tu étais bébé avec quelqu'un qui n'est plus là depuis longtemps. Et c'est peut-être ça, la chose la plus étrange dans tout ça, que ton cœur n'a jamais vraiment quitté cette pièce-là, que chaque relation que tu as eue depuis, chaque attirance, chaque panique, chaque envie de fuir ou de s'accrocher, était ton système nerveux qui rejouait la seule scène qu'il connaît. Tu n'as pas choisi ton style d'attachement, mais tu peux choisir ce que tu en fais maintenant que tu sais qu'il existe.